La pluie frappait doucement les immenses baies vitrées du manoir de Neuilly, mais à l'intérieur, aucune chaleur ne réchauffait l'atmosphère, seul le silence régnait. Antoine Delacroix, milliardaire reconnu pour son empire immobilier, était assis seul dans son vaste salon, vêtu d'une simple tenue des intérieurs, fixant la photo de son mariage. Son visage, jadis empreint de fierté et de puissance, était désormais marqué par la confusion. Quelque chose ne tournait pas rond. Il avait l'argent. Il avait le succès. Il avait une famille. Mais pourquoi tout semblait-il si faux? Sa femme, Monique, ne souriait que lorsqu'il lui offrait de nouveaux bijoux. Sa fille, Zoé, ne l'appelait « papa » que lorsqu'elle avait besoin d'argent pour ses voyages à l'étranger. Mais ce soir-là, quelque chose était brisé. Antoine revenait tout juste de l'hôpital. Le médecin lui avait confirmé qu'il était en parfaite santé, mais lors de la consultation, il avait surpris une conversation qui avait anéanti son esprit. Dans le couloir de la clinique, Monique riait au téléphone. Elle ignorait qu'il se trouvait juste derrière le rideau lorsqu'elle avait lâché « Si ce vieil homme meurt maintenant, je te jure que ma vraie vie commence enfin. » Son cœur était serré. Il était resté figé, les jambes coupées. Il devait connaître la vérité. Plus tard cette nuit-là, alors que le tonnerre grondait au-dessus de Paris, Antoine appela son fidèle chauffeur et vieil ami, Michel. « Michel, dis lentement, je veux que tu m'aides à simuler ma mort. » Les yeux de Michel écarquillèrent. « Monsieur. » Antoine se pencha en avant. « Je veux savoir qui est vraiment ma famille. Je veux savoir ils pleureront pour moi ou ils célébreront mon départ. » Michel se gratta la tête, mal à l'aise. « Patron, ce que vous demandez là, ce n'est pas une mince affaire. »« Je sais, » répondit Antoine, la voix tremblante. « Mais je préfère mourir d'une fausse mort plutôt que de continuer à vivre une fausse vie. » Le lendemain matin, Antoine rendit visite à son médecin personnel, le docteur Simon, qui lui avait autrefois sauvé la vie lors d'un accident cardiaque. « J'ai besoin de votre aide pour monter ce plan, » murmura Antoine. Le médecin le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « Les gens ne vous montrent qu'ils sont vraiment que lorsqu'ils pensent que vous ne les regardez plus. Et c'est ainsi que le plan fut mis à exécution. À la fin de la semaine, la nouvelle était répandue comme une traînée de poudre. Le milliardaire Antoine Delacroix est mort. La cause? Un arrêt cardiaque soudain. Un enterrement privé fut organisé. La famille, les amis et les médias, tous portèrent le deuil. Mais ce qui se passa à l'intérieur du manoir après ce décès allait choquer la nation entière. Le soleil matinal projetait une lumière dorée sur le balcon du manoir Delacroix, mais Antoine ne ressentait rien. Il se tenait pieds nus, vêtu de blanc, le visage indéchiffrable, contemplant la ligne des horizons de Paris qui inclinait autrefois à ses pieds. Cela faisait 3 semaines qu'il était mort. 3 semaines que la vérité avait brisé sa famille comme du verre. Julien était désormais héritier légal. L'entreprise se stabilisait. Monique avait disparu de la circulation. Mais à l'intérieur, Antoine se sentait vide. Il avait gagné la bataille, mais perdu quelque chose de plus profond. Ce matin-là, alors qu'il était assis seul dans la salle du petit déjeuner, Julien entra silencieusement. « Monsieur, vous n'avez encore pas dormi. » Antoine sourit faiblement. « Le sommeil est réservé aux hommes qui ont la paix. » Julien hésita. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» Antoine leva les yeux, le regard doux. « Tu en as déjà fait plus qu'assez. » Il se leva, marcha vers la fenêtre et expira longuement. « Je veux partir. » Julien cligna des yeux. « Partir où? J'ai passé ma vie à bâtir des empires, à courir après un héritage, mais mon âme est fatiguée. Julien, j'ai besoin de silence. De réflexion. Je veux disparaître pour un moment, et je veux que tu reprennes tout, totalement. » Julien recula, stupéfait. « Mais monsieur, et la presse? Le conseil des administrations? Les gens? » Antoine se tourna, posant ses 2 mains sur les épaules de Julien. « Les gens ont plus besoin de moi. Ils ont besoin de toi. » Il marqua une pause. « Mais avant de partir, j'ai besoin d'une dernière chose de ta part. »« N'importe quoi, monsieur. » Antoine lui tendit une petite enveloppe scellée. « Ici se trouvent les codes des accès à mes fonds privés, mes propriétés cachées et mes comptes offshore. » Les yeux de Julien agrandirent. Mais Antoine poursuivit. « Je ne veux pas que tu y touches. Alors pourquoi me les donner? Parce que je te fais confiance. Et j'ai besoin de savoir si le pouvoir peut coexister avec la pureté, ou si même toi, tu seras avalé comme les autres. » Julien serra l'enveloppe, le souffle court. Ce soir-là, le manoir était silencieux. Pas de personnel, pas de bruit. Seul Julien se tenait dans l'allée,
regardant Antoine charger un unique sac à aile arrière d'une vieille berline. Où irez-vous? Antoine sourit. Quelque part sans miroir. Je suis fatigué de me regarder à travers les yeux de la trahison. Il marqua une pause avant de monter dans la voiture. Je ne le dis à personne, pas même au conseil. Laisse-les croire ce qu'ils veulent pour l'instant. Le roi est parti. Julien hocha lentement la tête. Reviendrez-vous? Antoine eut un sourire tendre. Peut-être quand le monde aura assez oublié pour se souvenir de moi vraiment. Sur ces mots, la voiture s'éloigna. Pas de sécurité, pas de convoi, juste un homme marchant vers elle, ombre de la paix. Le lendemain matin, les gros titres explosèrent. Antoine Delacroix se retire et disparaît sans laisser de traces. Une nouvelle ère commence sous la direction de son fils adoptif devenu PDG. À l'intérieur du manoir, Julien était assis dans le bureau d'Antoine, fixant l'enveloppe dans sa main. Mais à l'autre bout de la ville, dans une petite chambre des hôtels aux murs fissurés et à la lumière vacillante, Monique voyait aussi les nouvelles. Elle prit son téléphone et sourit méchamment. « Il est vraiment parti, murmura-t-elle, alors il est temps pour moi de revenir. » Le vent engouffrait dans les ruelles grises de la banlieue parisienne alors qu'un taxi arrêtait devant un hôtel bon marché. De l'intérieur, Monique sortit, portant une longue écharpe noire, des lunettes de soleil oversize et un sac à main de luxe qu'Hélène n'avait pas lâché depuis son expulsion. Elle resta immobile un instant, fixant la une du journal placardé sur un kiosque voisin. Antoine Delacroix disparaît, Julien, seul détenteur du pouvoir. Ses lèvres étirèrent en un sourire amer. Alors il a fui. À l'intérieur de la petite chambre, Zoé était allongée sur un matelas au sol, enroulée dans une couverture, faisant défiler son écran de téléphone fissuré. Elle n'avait pas beaucoup parlé ces derniers jours, pas depuis leur chute. Mais maintenant, alors que Monique entrait et claquait la porte derrière elle, Zoé leva les yeux. « Maman, où étais-tu » Monique retira lentement son écharpe. En train de planifier. Zoé ricana. Planifier quoi? On a tout perdu. Pas encore, répondit-elle sèchement en sortant un petit dossier marron usé. Elle ouvrit sur le sol devant sa fille. À l'intérieur se trouvaient des copies de vieux documents de l'entreprise, des photos de presse de Julien et un test de paternité falsifié. Zoé plissa les yeux. C'est quoi tout ça? La voix de Monique était basse. On ne va pas couler comme ça. Ce garçon, Julien, ce n'est pas un vrai Delacroix. C'est une erreur. Un bâtard que Antoine a ramassé pour nous punir. Mais le testament, commença Zoé. Le testament peut être contesté, coupa Monique froidement. Surtout si nous prouvons que Julien n'est pas qui il pense. Elle plaça le faux test devant elle. Ceci dit que Antoine n'est pas son père. Et avec un peu de bruit médiatique, nous ferons croire au monde entier que c'est vrai. Les yeux de Zoé illuminèrent. On peut poster ça en ligne. Dire que Julien a escroqué sa place dans l'Empire. Monique sourit de toutes ses dents. Exactement. Et avec assez de bruit, le conseil des administrations va paniquer. Ils demanderont une révision. Cette nuit-là, un tweet apparut. Astérisque scandale. Une fuite ADN suggère que Julien Delacroix n'a aucun lien avec Antoine. Héritier frauduleux. Astérisque en moins d'1 heure, les blogs à potins avaient relayé l'information. Au matin, était en tendance nationale. Astérisque, arnaque Delacroix. ADN exposé. Astérisque dans le manoir de Neuilly, Julien était assis calmement avec maître Simon, fixant tous deux un écran. Ça se répand vite, dit l'avocat. Même certaines chaînes de télé en parlent. Julian expira. Avocat se tourna vers lui. Devrions-nous publier un démenti? Julien secoua la tête. Pas encore. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste un ragot. C'est une guerre. Et on ne gagne pas une guerre avec des mots. On la gagne avec des preuves. Il s'élève lentement. Je dois retourner là où Antoine a trouvé. Dans la maison de mon enfance. C'est là que la vérité commence. Maître Simon hocha la tête. Et si vous ne trouvez rien? Julien serra les poings. Alors peut-être qu'elles gagneront. Mais loin de là, dans sa petite chambre louée, Monique observait le chaos qu'elle avait déclenché avec une satisfaction glaciale. Elle n'avait pas besoin de l'argent. Elle n'avait pas besoin de la maison. Elle n'avait besoin que d'une chose, ruiner le garçon qui avait volé sa couronne. Loin de là, dans sa petite chambre louée, Monique observait le chaos qu'elle avait déclenché avec une satisfaction glaciale. Elle n'avait pas besoin de l'argent. Elle n'avait pas besoin de la maison. Elle n'avait besoin que d'une chose, ruiner le garçon qui avait volé sa couronne.
La route départementale serpentait à travers les collines verdoyantes et les vergers de L arrière-pays. Alors que le soleil plongeait derrière les nuages, une berline noire ralentit près des un vieux panneau en bois indiquant astérisque Val-de-Sens, terre des honneurs astérisques. Julien sortit du véhicule, l'air chargé de silence et de souvenirs. Il n'était pas revenu ici depuis le jour où Antoine t'avait arraché à elle obscurité pour lui donner un travail modeste au manoir. Aujourd'hui, il était là pour réclamer quelque chose de plus profond que l'Empire, son identité. Maman Solange, elle attendait sur le perron de sa vieille maison en pierre, un tablier usé autour de la taille. « Mon fils » dit-elle doucement alors que t'il approchait. Julien agenouilla pour la saluer, un geste de respect ancien. Elle posa ses 2 mains sur sa tête. « Qu'est-ce que j'y entends ? Ils disent que tu es un faux ?» Julien plongea son regard dans le sien. « Ils disent que je ne suis pas le fils des Antoine. Que je est piégé. Que je ne suis pas à ma place. » Maman Solange soupira profondément et assis sur le banc de bois. « Viens, mon enfant. Il est temps que tu entendes toute la vérité. » À l'intérieur de la maisonnette, elle ouvrit une petite boîte en métal cachée sous son lit. Elle contenait 2 objets, une lettre jaunie par le temps et une vieille photographie. Elle les tendit à Julien, les mains tremblantes. Cette lettre, chuchota-t-elle, a été écrite par Antoine il y a 24 ans. Julien la déplia lentement. Astérisque, chère Solange, je sais que nous avons commis une erreur. J'y étais jeune, insouciant. Je ne peux pas prendre l'enfant maintenant, mais je jure qu'un jour je reviendrai. Garde-le en sécurité. Donne-lui le nom que tu voudras. Si le destin le permet, je vous retrouverai tous les 2. Astérisque, les yeux de Julien écarquillèrent. Il se tourna vers la photographie. Un Antoine beaucoup plus jeune, en chemise décontractée, souriait aux côtés d'une Solange adolescente qui tenait un bébé dans ses bras. « C'est toi, dit-elle. Tu es né de la honte, mais pas du péché. » Les mains de Julien tremblaient. « Pourquoi as-tu rien dit avant ? Je voulais te protéger, répondit-elle. Et quand il est revenu te chercher, j'y ai vu le changement dans ses yeux. J'y ai su que qu'il était prêt. Alors je ai laissé te prendre, non pas comme un patron, mais comme un père. » Julien se leva, la lettre toujours serrée dans sa main. « Alors je suis son sang ?» Elle hocha lentement la tête. « Mais maintenant, ils veulent enterrer la vérité sous le bruit. » La voix de Julien se raffermit. « Alors nous répondrons à leur bruit par le feu. » Le lendemain, Julien retourna à Paris. Pas avec des avocats ou des communiqués de presse, mais avec des preuves. Il entra dans les bureaux d'une grande chaîne de télévision, assis calmement face à la caméra et tendit au journaliste la lettre et la photo. « Je ne veux pas de pitié, dit-il doucement. Je veux la vérité. » En quelques heures, Internet bascula. Astérisque, filiation confirmée. Le véritable héritier élève du village au trône. Astérisque, dans leur petit hôtel miteux, Monique fixait son téléphone, incrédule. « C'est impossible, marmonna-t-elle. Thomas, son fils, frappa le mur du poing. Qui garde des lettres comme ça pendant 20 ans ? Mais il était trop tard. Car ce soir-là, Julien apparut au journal de 20 heures, non pas comme un scandale, mais comme un symbole. Et à travers le pays, les gens ne se contentaient pas d'applaudir. Ils croyaient en lui. Au cœur de Paris, dans un bureau sombre au-dessus d'une boulangerie désaffectée, Monique restait silencieuse, fixant l'écran de télévision fixé au mur. L'image de Julien remplissait le cadre, calme, posé, brandissant la lettre qui avait anéanti son complot. La voix du présentateur résonna. Astérisque, authentification confirmée par graphologie. Cette lettre et cette photo prouvent que Julien est bien le fils biologique des Antoine Delacroix. Astérisque, Monique ne s'y a pas. Zoé faisait les 100 pas derrière elle. Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tout le monde nous traite de menteurs. On se fait massacrer sur les réseaux. Thomas jeta son téléphone sur le bureau. Même les blogueurs qu'on a payés font silence radio. Ils ont supprimé les posts. Monique éteignit lentement la télévision. Son visage était pâle, mais sa voix glaciale. Vous parlez trop, tous les 2. Ils se figèrent. Elle se leva, marcha vers la fenêtre et regarda la circulation en contrebas. Joël est sous-estimé. Je pensais que qu'il pleurerait et s'effondrerait comme un gamin de campagne. Mais non, il se bat comme son père. Elle serra la mâchoire. Mais je ne suis pas arrivé jusqu'ici pour perdre face à un bâtard. Zoé croisa les bras. Alors c'est quoi la suite ? Monique se tourna brusquement. On attaque à elle, homme derrière lui. Thomas cligna des yeux. Antoine ? Oui, dit-elle. Il a disparu. Tout le monde pense qu'il a pris une retraite paisible. Mais je le connais.
Antoine ne quitte jamais vraiment le pouvoir. Il se cache, il guide. Et si je peux le trouver, je peux finir tout ça. Zoé parut sceptique. Comment on trouve un fantôme? Monique eut un sourire sombre. On ne le trouve pas. On le fait sortir. Pendant ce temps, dans le calme un monastère isolé au pied des Alpes, Antoine arrosait le potager aux côtés un prêtre local. Des nouvelles de Paris? Demanda-t-il doucement. Le prêtre lui tendit un journal plié. Antoine lut, sourcils haussés devant le gros titre. Astérisque, Julien lave son nom. Le soutien public explose. Astérisque, un faible sourire se dessina sur ses lèvres. Mais avant qu'il ne puisse tourner la page, le prêtre ajouta, il y a autre chose. Il tendit à Antoine un second article. Astérisque, une source anonyme affirme que Antoine de la Croix est mentalement instable. La fausse mort serait due à une crise de paranoïa aiguë. Astérisque, le sourire Antoine effaça. Sous le titre, une photo volée de lui entrant dans le monastère. Il serra les dents. Elle aime à trouver. Le prêtre posa une main sur son épaule. Tu peux te cacher du monde, mon fils. Mais pas de ton passé. Cette nuit-là, de retour à Paris, Monique rencontra un politicien influent dans l'arrière-salle enfumée un restaurant chic. Je veux que Antoine soit déclaré inapte, chuchota-t-elle. Je fournirai les documents médicaux. Tout ce qu'il me faut, c'est votre influence. Homme leva un sourcil. Vous voulez faire passer homme des affaires le plus respecté de France pour un fou? Elle sourit. Si je ne peux pas tuer héritier, je briserai le roi. Il se recula, impressionné. Vous êtes dangereuse. Je suis désespéré, répondit-elle. Il y a une différence. Dehors, la pluie commença à tomber. Et quelque part dans le silence de son exil, Antoine leva les yeux vers les nuages sombres et murmura. Elle n'a pas encore fini. L'air de Paris était saturé de rumeurs. En milieu de matinée, les murmures étaient transformés en gros titres incendiaires. Astérisque exclusif. Le milliardaire Antoine de la Croix déclaré inapte, caché dans un monastère. Des sources affirment que sa fausse mort serait le résultat une rupture psychotique. Astérisque, les réseaux sociaux bourdonnaient comme un essaim féroce. Les éditorialistes débattaient, les plateaux télé enflammaient, et les spéculations allaient bon train. Au centre de cette tempête médiatique se trouvait Monique. Elle était assise devant un miroir dans son nouvel appartement temporaire, appliquant calmement son rouge à lèvres, tandis que Zoé lisait à haute voix le dernier tweet viral. Pas étonnant qu'il ait tout laissé à ce garçon de rien. Le vieux a clairement perdu la boule. Roy Faux. Monique sourit à son reflet. Parfait. Thomas entra, un téléphone à la main. Le rapport psychiatrique est en ligne. Le médecin vient de le signer. Zoé fronça les sourcils. Attends, on a soudoyé un vrai médecin? Non, répondit Monique en se levant. Nous avons soudoyé un médecin désespéré. Elle ajusta son écharpe de soie et saisit son sac à main. Maintenant, c'est heure du coup de grâce. Pendant ce temps, au manoir, Julien était assis avec maître Simon et 2 membres du conseil d'administration. Leurs visages étaient blêmes alors qu'ils faisaient défiler les nouvelles. Cela pourrait tout détruire, murmura l'avocat. Si Antoine est déclaré inapte, cela jette un doute sur toutes ses décisions récentes, y compris votre nomination. Julian restate silencieux. Un des administrateurs éclaircit la voix. Les actionnaires convoquent des réunions urgences. Ils exigent des clarifications. Certains disent que la disparition Antoine prouve la thèse de la folie. Julien ferma les yeux. Il savait ce que était. Un piège. Convoquer une conférence de presse, dit-il. Je parlerai ce soir. Maître Simon leva la tête, inquiet. Et pour dire quoi? La voix de Julien était calme. La vérité. Encore une fois. Ce soir-là, alors que les lumières de la ville scintillaient à l'horizon, les caméras tournaient dans l'auditorium du groupe de la Croix. Les journalistes remplissaient la salle. Le direct était diffusé à des milliers de personnes. Julien avança vers le pupitre, tenant un mince dossier entre ses mains. Il prit une inspiration. Il y a eu beaucoup de bruit ces derniers temps. Des affirmations, des accusations, et maintenant des questions sur la santé mentale de mon père. Il leva le dossier. Ceci est le dernier bilan médical complet d'Antoine de la Croix, signé une semaine avant qu'il ne se retire. Il le ouvrit. Aucun signe de maladie mentale. Capacites cognitives intacts. Cet homme n'était pas fou. Il a été trahi. Il marqua une pause, sa voix stable. Et la femme derrière cette campagne de diffamation le sait pertinemment. Son nom est Monique de la Croix, épouse de mon père. Son objectif est simple,
discréditer son héritage, reprendre l'empire et me détruire. Des hoquets de surprise parcoururent la salle. Il fixa les objectifs des caméras. Mais on ne tue pas la vérité avec des mensonges, et on ne réécrit pas l'histoire avec des ragots. Il laissa tomber le dossier sur le pupitre. Antoine Delacroix n'est pas fou. Est un visionnaire qui a exposé la trahison au sein de sa propre maison. Et que qu'il soit ici ou non, sa vision perdurera. À l'extérieur du bâtiment, la foule qui regardait sur des écrans géants éclata en applaudissements. Dans son appartement, la main de Monique trembla en éteignant la télévision. Et si ça ne marche pas? Chuchota Zoe. La voix de Monique se brisa pour la première fois. Alors nous trouverons autre chose. Mais même elle le sentait maintenant. Sa guerre lui échappait. Le monastère était silencieux sous la brume matinale des Alpes. Les oiseaux chantaient dans les sapins. Une cloche sonnait doucement au loin. Mais Antoine Delacroix était déjà réveillé, assis en tailleur sur une natte, plongé dans ses pensées. La veille, il avait regardé la conférence de presse de son fils sur une vieille télévision dans le bureau du prieur. Pas de costume sur mesure, pas des équipes de communication, pas de prompteur. Juste la vérité et du courage. Cela, elle, avait ému. Le prêtre introducement. Vous avez vu, émission? Antoine hocha lentement la tête. Il est prêt. Vous retournez là-bas? Demanda le prêtre. Antoine se leva, plia sa natte et ramassa le sac en cuir brun avec lequel il était arrivé. Pas pour diriger. Pour me tenir derrière lui. Le prêtre posa une main sur son épaule. Vous êtes parti en roi. Vous revenez en légende. Antoine eut un sourire fatigué. Non. Je reviens en père. Dès l'après-midi, les caméras des chaînes des informations envahirent le siège du groupe Delacroix à la Défense. Quelque chose d'énorme se préparait. Les rumeurs volaient. Puis, les grilles s'ouvrirent. Un SUV noir aux vitres teintées entra lentement. La portière ouvrit. Antoine en sortit. Élégant, calme, inébranlable. Les journalistes criaient, les flashs crépitaient, la sécurité agitait, mais Antoine traversa le chaos tel un spectre traversant les flammes. À l'intérieur, la salle du conseil était figée sous le choc. Julien se leva, les yeux écarquillés. Monsieur. Antoine entra et le serra dans ses bras sans un mot. Les autres membres du conseil se levèrent lentement, stupéfaits. Antoine leva la main. Je ne suis pas ici pour reprendre le commandement. Je suis ici pour confirmer quelque chose. Il parcourut la pièce du regard. Je ne suis pas fou. Je n'ai jamais été malade. J'y ai simulé ma mort pour trouver la vérité. Et quand je l'ai trouvée, j'y ai remis cet empire à la seule personne qui ne m'a pas trahi. Il posa une main sur l'épaule de Julien. Ce garçon, mon fils, n'est pas seulement mon sang. Il est ma rédemption. Il sortit une feuille de papier de sa veste. Voici une déclaration sous serment de mon médecin personnel et de 3 psychiatres certifiés. Je suis saint des esprits. Il se tourna vers le conseil. Je suis revenu pour faire taire les mensonges afin que mon fils puisse diriger sans ombre. Silence. Puis, un à un, les membres du conseil commencèrent à applaudir. Pas des applaudissements forcés ou politiques, mais sincères. Plus tard dans la soirée, information tomba. Astérisque Antoine Delacroix brise le silence et déclare Julien héritier légal. Devant la presse mondiale, les rumeurs sur sa santé mentale sont démenties. Monique Delacroix visée par la justice. Astérisque à autre bout de la ville, Monique regardait émission depuis un bistrot bon marché. Son assiette était intacte. Les clients autour elle éclatèrent en acclamations. Elle resserra son écharpe et sortit précipitamment. Dans la rue, son téléphone vibra. Appel entrant. Numéro masqué. Elle décrocha. La voix d'Antoine résonna, basse et définitive. Je t'ai tout donné. Tu as choisi la guerre. Puis, le silence. Appel coupa. Monique resta plantée au milieu du trottoir, seule, impuissante, oubliée. Derrière la vitrine un kiosque à journaux, le visage d'Antoine souriait en une de tous les quotidiens. Non pas comme un fantôme, mais comme un roi revenu uniquement pour couronner un autre. Cela commença par un coup à la porte. Pas fort, pas frénétique. Juste 3 coups calmes et calculés sur la porte de tel appartement délabré de Saint-Ouen où Monique logeait désormais. Elle était encore en peignoir, regardant les dernières mises à jour sur la réapparition d'Antoine. Ses yeux étaient bouffis, ses lèvres sèches, et pour la première fois de sa vie, elle faisait son âge. Zoé entr'ouvrit la porte, puis se figea. 2 officiers en civil et une inspectrice en uniforme se tenaient là. « Bonjour », dit l'inspectrice.
Nous cherchons Madame Monique Delacroix. Zoe Recula Lentaiment. Elle est là. Monique se tourna depuis le canapé et se leva, redressant sa posture par réflexe, comme une mémoire musculaire de sa grandeur passée. C'est moi. Elle, inspectrice, entra et lui tendit une enveloppe brune. Vous êtes en état des arrestations pour usage de faux, diffamation publique, cybercriminalité malveillante et tentative des escroqueries à elle héritage. Zoe Halita. Thomas sortit précipitamment de la salle de bain. Attendez, quoi? Vous ne pouvez pas elle arrêter comme ça. Elle, officier, se tourna vers lui. Nous ne faisons pas que elle arrêter. Nous montons ce dossier depuis des semaines. Et maintenant, avec le retour de Monsieur Delacroix et la vérification des rapports psychiatriques, nous avons toutes les preuves nécessaires. Le visage de Monique resta de marbre. Elle prit calmement son sac à main, ajusta son écharpe et dit doucement « Laissez-moi me changer ». Mais elle, inspectrice, secoua la tête. « Vous aurez le temps pour ça au commissariat. » Alors que elle emmenait, Zoé essaya de suivre. « Non, dit un officier. Elle vient seule. » Le couloir était rempli de voisins qui chuchotaient, certains filmant avec leur téléphone. Dès après-midi, la nouvelle tomba. Astérisque, Monique Delacroix arrêtée pour fraude. Elle, ex-femme du milliardaire, en détention provisoire. Astérisque au manoir Delacroix, Julien se tenait sur le balcon, regardant le tout se dérouler à la télévision. Il ne souriait pas. Il ne célébrait pas. Il était simplement immobile. Antoine le rejoignit quelques instants plus tard, tenant une tasse de thé fumant. Elle a fait son choix, dit Antoine doucement. Julien hocha la tête. Pensez-vous qu'elle ira en prison? Antoine expira. Est aux tribunaux des en décider. Mais une chose est certaine. Ses jours à jouer à la reine sont terminés. En bas, maman Solange priait doucement dans le salon. Que la justice parle, chuchota-t-elle. Mais que la pitié ne dorme pas. Ce soir-là, la salle du conseil du groupe Delacroix était comble. Mais cette fois, aucune tension ne flottait dans LR, seulement une unité retrouvée. Julien se tenait en bout de table, Antoine assis à sa droite. Je veux que nous nous concentrions sur la reconstruction, dit Julien. Pas seulement celle de nos profits, mais celle de notre nom. Cet empire doit refléter ce que nous sommes devenus, non pas le fruit de la trahison, mais celui de la résilience. Les administrateurs applaudirent. Dehors, le drapeau de l'entreprise fut hissé plus haut que jamais. Au centre de détention, Monique était assise en silence. Le banc de métal froid sous elle était un rappel brutal de sa chute. Pas de téléphone, pas de pouvoir, juste ses pensées et le visage de ce garçon qu'elle avait tant méprisé, affichant désormais sur tous les panneaux publicitaires comme l'avenir qu'elle avait tenté de détruire. Le soleil se leva avec une force tranquille sur la Défense, inondant de lumière la tour de verre du siège social. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait ni scandale, ni protestation, ni paparazzi aux grilles. Juste le calme. À l'intérieur de la salle de conférence exécutive, les cadres supérieurs et les investisseurs attendaient. Julien avança, vêtu d'un costume gris impeccable, mais portant toujours au pied une paire de chaussures simples, rappelant ses origines modestes. Antoine était assis près de lui, non plus comme le patron, mais comme le gardien silencieux de l'héritage. Julien prit une inspiration. Aujourd'hui, nous arrêtons de survivre pour commencer à bâtir. Écran derrière lui anima. Voici la nouvelle vision du groupe Delacroix. Des logements sociaux pour les familles monoparentales. 10% des bénéfices annuels redirigés vers l'éducation dans les zones prioritaires. Des partenariats locaux dans chaque région. La salle était stupéfaite. Un investisseur leva la main. « Monsieur, vous voulez investir dans les pauvres ?» Julien hocha la tête. « Les pauvres ont construit cet empire. Je ne fais que leur rendre ce qui leur appartient. » Un autre cadre se leva. « Le Conseil soutient cette initiative à 100%. » Des applaudissements éclatèrent. Julien se tourna vers Antoine. « C'était toujours ton rêve, papa. » Je ai enfin compris. Antoine eut un faible sourire. « Et maintenant, est à toi de le réaliser. » Plus tard ce jour-là, Julien retourna dans le quartier défavorisé où il avait grandi, là où il vendait autrefois du bois de chauffage pour survivre. Il ne portait pas de costume, n'avait pas de garde du corps. Il était juste lui-même. Les enfants coururent vers lui, les femmes se rassemblèrent, incrédules. Un vieil homme appuya sur sa canne et dit « Alors c'est vrai. Le petit vendeur de bois est devenu roi. » Julian Surit. Non, monsieur. Je suis juste rentré à la maison. Il traversa la cité, prenant des notes, serrant des mains, demandant des noms. À école locale, il livra personnellement du matériel informatique et des kits scolaires. Le soir même,
Les photos de la visite inondaient les réseaux sociaux. Astérisque, Julien Delacroix retourne à ses racines. De la cendre à elle empire. Le vrai leadership. Astérisque dans une chambre calme en banlieue, maman Solange laisse agenouilla devant son petit hôtel, les larmes roulant sur ses joues. Merci, Seigneur, chuchota-t-elle. La pierre que, ils ont rejetée est devenue la pierre angulaire. De retour au manoir, Antoine se tenait près de la fenêtre alors que le crépuscule s'installait. Zoé et Thomas apparurent au portail. Hélène avait ni bagage ni arrogance, seulement de la honte et une lueur désespoir. Julien sortit à leur rencontre. Zoé baissa les yeux. Nous ne voulons pas des argent. Thomas éclaircit la gorge. Nous voulons juste nous excuser. Julien hocha la tête. Vous m'avez fait du mal. La voix de Zoé se brisa. On sait. Mais tu as aidé notre père à se retrouver. Et peut-être que tu nous as aidés à retrouver ce qu'on avait perdu, nous aussi. Julien ouvrit le portail. Je n'oublierai pas ce qui s'est passé, mais je ne laisserai pas le passé nous détruire. Ils entrèrent, et c'est ainsi que la maison, autrefois remplie de tromperies, commença à se remplir d'autres choses. De rédemption, de pardon, de famille. Au loin, les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles. Mais au cœur de la ville, une lumière brillait plus fort que toutes les autres. Celle de Julien. Elle, ancien paria, était devenue le cœur de l'Empire. La salle des audiences bourdonnait de murmures alors que le procès très médiatisé de État contre Monique Delacroix débutait. Il y avait plus une seule place assise. Les journalistes jouaient des coudes, les influenceurs diffusaient en direct. Mais la femme au centre de tout cela, Monique, se tenait droite dans le box des accusés, vêtue d'une robe grise modeste, les cheveux attachés. Elle ressemblait à une politicienne en campagne, pas à une épouse disgraciée. La juge, une femme sévère d'une soixantaine d'années, entra et frappa son marteau. La séance est ouverte. Les charges furent lues à haute voix. Falsification de documents de paternité, diffamation malveillante, tentative de fraude financière, conspiration pour entrave à la loi successorale. Monique ne s'y a pas. Son avocat se leva, tentant de charmer la cour. Madame la juge, cette femme a agi sous le coup d'une détresse émotionnelle. Son mari a simulé sa mort. Elle était confuse, effrayée, désespérée. Elle a fait des erreurs, oui, mais ce n'est pas une criminelle. Le procureur se leva, la voix brûlante. Elle n'a pas juste fait des erreurs. Elle a fait des plans. Des plans criminels, calculés et diaboliques. Elle a tenté de détruire l'avenir d'un jeune homme, de ruiner la réputation d'un époux et de voler un empire bâti sur l'intégrité. Il se tourna vers elle, assistance, et brandit le faux rapport ADN. Votre honneur, ceci n'est pas l'acte d'une veuve éplorée. C'est le plan attaques un loup déguisé en vêtements de haute couture. Des exclamations étouffées parcoururent la salle. Antoine et Julien étaient assis silencieusement au fond. Zoé et Thomas étaient là aussi, la tête basse. Après des heures de délibération, la juge prit la parole. Cette cour a examiné les preuves, les documents falsifiés, le faux rapport psychiatrique, le témoignage du médecin corrompu. Elle marqua une pause. Monique Delacroix, vous êtes reconnue coupable de tous les chefs des accusations. Les paupières de Monique papillonnèrent, mais elle ne s'effondra pas. Votre peine, poursuivit la juge, est de 7 ans de prison ferme, avec possibilité de liberté conditionnelle après 5 ans. Le marteau retomba. Était fini. Alors que les gardes avançaient pour lui passer les menottes, Monique se retourna. Ses yeux scannèrent la salle jusqu'à trouver ceux d'Antoine. Il soutint son regard. Pas de haine, pas de triomphe, juste du silence. Elle chuchota quelque chose pour elle-même. Il ne l'entendrait jamais. Et était peut-être là le but. À la sortie du tribunal, les journalistes se ruèrent vers Antoine. Votre réaction, monsieur? Vous sentez vous venger? Antoine leva une main. Je suis venu ici pour clore un chapitre, pas pour célébrer. Ce n'est pas une victoire, est un avertissement. Quand l'amour se transforme en avidité, même les reines finissent par tomber. Julien le rejoignit. Nous avançons. Pas de retour en arrière. Cette nuit-là, la nouvelle se répandit partout. Astérisque, Monique Delacroix condamnée. Justice rendue. Empire restauré. Astérisque dans sa cellule, Monique était assise sur un matelas fin, fixant le mur de béton. Plus or, plus de soie, plus Antoine, plus échappatoires. Seulement son nom, dépouillé de sa gloire. Au manoir, Julien raya le dernier nom sur une liste que Antoine gardait autrefois cachée. Une liste intitulée
Astérisque, qui aime aimera encore si je haine, et plus rien. Astérisque, les semaines suivant le procès furent sans précédent. Julien N n'était plus seulement un PDG, il était devenu un symbole. Les journaux, elles l'appelaient le milliardaire du peuple. Mais loin des applaudissements, dans le bureau du manoir, Julien tenait cette fameuse liste. Tous les noms avaient trahi Antoine, sauf un, Julien. Antoine entra doucement dans la pièce et le vit lire. « Tu l'as trouvé ?» Julien hocha la tête. « Tu as gardé ça toutes ces années ?» Antoine S., assis face à lui. « Quand je suis devenu riche, je pensais que l'argent multiplierait l'amour. Mais il a fait que multiplier les masques. » Il tapota doucement le papier. « Cette liste est la dernière chose que j'ai écrite avant de décider de simuler ma mort. » Julien leva les yeux. « Et maintenant, crois-tu que l'amour existe encore ?» Le regard des Antoine S. adoucit. Seulement quand il est pauvre des orgueils. Il se leva, alla vers l'étagère et sortit un vieil album photo poussiéreux. À l'intérieur se trouvait une photo des Antoine beaucoup plus jeune et des un bébé dans les bras des une femme à Val-de-Sens. « Ta mère adoptive, Solange, elle n'a jamais rien demandé, dit-il. Elle a fait que donner. Et toi aussi. » Julien referma doucement la liste. « Alors construisons quelque chose qui donne. » Il marqua une pause. « Je veux renommer entreprise. » Antoine se tourna vers lui. « Pour appeler comment ?» Julian Surrit. Delacroix et fils. Un long silence suivit. Antoine cligna des yeux, la gorge serrée. « Tu veux dire que tu n'as pas perdu ta famille ?» demanda Julien. « Non, » répondit Antoine. « Je ai trouvé. Je ne cherchais simplement pas au bon endroit. » Ce soir-là, un événement grandiose fut organisé au Grand Palais. Les plus grands chefs des entreprises, politiciens et cadres médiatiques étaient invités. Les halls scintillaient de lumière, mais il n'y avait aucune célébrité sur scène. Juste Julien et Antoine. « Je me tiens devant vous aujourd'hui, » commença Julien, non pas comme un PDG ou un héritier, mais comme un fils. Un fils reconnaissant envers un homme qui m'a donné des chaussures quand j'étais pieds nus, et qui plus tard m'a donné le monde. Il se tourna vers Antoine. « Tu m'as fait confiance quand je n'avais rien. Aujourd'hui, je te rends cette confiance avec tout ce que je suis. » Un immense logo fut dévoilé derrière eux. Astérisque, Delacroix et Phil, bâtirent avec honneur. Astérisque, la foule se leva pour une ovation tonitruante. Mais dans l'ombre du hall, une jeune femme observait depuis le rideau de sortie, vêtue simplement, le visage caché sous une écharpe. Zoe. Elle était venue discrètement, non pour mendier, mais pour être témoin. Elle essuya une larme, se tourna et éclipsa dans la nuit parisienne. Certaines fins n'ont pas besoin de mots. Dehors, un feu des artifices illumina le ciel au-dessus de la Seine. Et à cet instant, le nom de la croix devint plus qu'une marque. Il devint un symbole de vérité, de loyauté et un héritage qui renaît de ses cendres. Julien regardait la foule. Et pour la première fois depuis qu'il était entré dans cet empire, il se sentait à sa place. La pluie tombait doucement cette nuit là sur une rue calme un petit village de Corrèze, tambourinant en rythme sur les toits en ardoise. Dans une modeste maison en pierre derrière l'école primaire locale, un vieil homme était assis sur un tabouret en bois, fixant la flamme vacillante de sa cheminée. Il s'appelait Paul, et il était le frère cadet d'Antoine. On ne l'avait pas vu en public depuis des décennies, depuis qu'une querelle familiale au sujet de terre les avait déchirés. Antoine était parti devenir milliardaire. Paul avait disparu dans le silence. Mais ce soir, il tenait un journal au bord humide. Le gros titre affichait « Astérisque, Delacroix et fils, la renaissance d'un héritage ». Astérisque et au centre de la page, le visage de Julien. Paul plissa les yeux. « Julien », chuchota-t-il. Il chercha sous son lit et en sortit une vieille enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 2 photographies. Une un jeune Antoine, autre de Julien bébé. Ses mains tremblaient. « C'est mon neveu. » Pendant ce temps, à Paris, Julien était assis seul dans son bureau, triant de vieux dossiers, des lettres et des documents juridiques. Il tomba sur une enveloppe oubliée avec une note fanée. Astérisque à ouvrir si je meurs et ne reviens jamais. Antoine. Astérisque Julien, ouvrit lentement. À l'intérieur, une lettre. Astérisque, si je ne reviens jamais, cherche mon frère Paul en Corrèze. Je lui ai fait du tort. Je ai abandonné lors de mon ascension. Il reste une chance, fais la paix pour moi. Astérisque Julien fixa le papier, le cœur lourd. Le lendemain, il prit la route vers le sud avec maman Solange à ses côtés. « Pourquoi oncle Paul est-il jamais venu te chercher ?» demanda Julien.
Elle soupira. Elle orgueil crie parfois plus fort que elle amour, mais il n'est jamais trop tard. Quelques heures plus tard, il se tenait devant la maison de Paul. Julian Frappadoucement. Pas de réponse. Il frappa encore. Puis la porte grinça. Paul se tenait là, plus vieux que sur les photos, mais avec des yeux qui étaient le miroir de ceux d'Antoine. Il fixa Julien, et sa voix se brisa. Tu ressembles à ton père. Julian S. Savanka. Il aime à envoyer pour vous demander pardon. Paul détourna le regard, la douleur nageant dans ses yeux. Joël est regardé devenir riche pendant que je réparais des tracteurs. Hélène a jamais appelé. Il le regrette, dit doucement Julien. Il a laissé une lettre demandant la paix. Les mains de Paul tremblèrent. Est-il trop tard? Julien ouvrit la porte plus grand. Non. Laissez-nous entrer. À l'intérieur, ils parlèrent pendant des heures. Des rires, des silences, des larmes, des histoires de leur enfance, de rêves perdus et retrouvés. À la fin, Paul prit la main de Julien. Tu aimes à ramener à mon frère. Même il est loin, je le sens maintenant. Julian Sourit. Viendriez-vous à Paris? Paul eut un petit rire. Seulement si tu promets de ne pas me mettre dans un costume? Ils rirent tous les deux. Et loin de là, dans le jardin calme du manoir, Antoine leva les yeux vers le ciel, sentant quelque chose bouger en lui. Comme si, sans appel ni visite, son frère lui avait pardonné. La berline noiresse arrêta devant le manoir juste après le coucher du soleil. Paul Delacroix posa le pied sur les graviers, protégeant ses yeux des lumières de la façade. Il portait une veste en velours côtelé usé et avait un regard incrédule. Hélène n'avait pas vu Paris depuis plus de 30 ans. À côté de lui, Julien sourit. « Oncle, bienvenue à la maison. » Paul rit nerveusement. Cet endroit ressemble à un musée. La grande porte s'ouvrit, et pour la première fois depuis 3 décennies, les deux frères Delacroix se retrouvèrent face à face. Antoine avança lentement, sa barbe argentée taillée, les yeux brillants de souvenirs qui ne l'avaient jamais quitté. Paul le regarda, puis dit dans un murmure. « Alors, tu n'aimes pas oublier, après tout. » Antoine prit une profonde inspiration. J'y ai essayé. Un long silence. Mais oublier le sang efface pas le lien, dit-il. Cela ne fait que réduire la culpabilité au silence. Paul baissa les yeux. J'y étais en colère. J'y étais orgueilleux, répondit Antoine. Nous avons tous les deux perdu. Puis, sans un autre mot, les deux hommes étreignirent, des décennies de silence fondant en un seul instant. Maman Solange essuya ses larmes depuis la voiture. Julien se détourna, le cœur plein. Ce soir-là, la famille se réunit dans le jardin. Pas de caméra, pas de costume, juste des rires et un simple poulet rôti. Paul raconta des histoires de l'enfance sauvage d'Antoine, comment il était tombé un jour dans un ruisseau en essayant d'attraper une poule. Même Zoé et Thomas rirent. La maison n'avait jamais autant ressemblé à un foyer. Après le dîner, Antoine et Paulès assirent seuls sur le balcon. « Tu as bâti tout ça, » dit Paul en sirotant son vin. « Mais j'y vivais seul, » acquiesça Antoine. « Je pensais que le pouvoir était le but, mais un héritage sans personne avec qui le partager, ce ne sont que des meubles. » Paul leva les yeux. « Et maintenant ?» Antoine sourit. « Maintenant, J est un fils qui dirige avec son cœur, un frère qui est revenu, et une famille qui en a enfin l'air. » Paul sourit. « Alors peut-être que, il nous reste du temps. » Antoine leva son verre aux secondes chances. Ils trinquèrent doucement. Dans le salon, Zoé parcourait son téléphone, puis supprima silencieusement toutes ses anciennes photos. Voiture de luxe, faux sac de créateur, soirée en club. Thomas, assis en face elle observa. Elle haussa les épaules. Il recommence. Sans filtre. Il sourit. Moi aussi. À l'étage, Julien se tenait à la fenêtre avec maman Solange, regardant le rassemblement en bas. Tu vois, chuchota elle. Parfois, une maison doit brûler avant qu'un foyer puisse être construit. Il hocha lentement la tête. Je pensais avoir tout perdu quand je suis devenu riche, mais peut-être ai-je tout gagné quand je suis devenu pauvre. Maman Solange embrassa son front. Tu as jamais été pauvre. Tu avais juste pas encore trouvé ton nom. Le grand hall du palais des congrès était rempli à craquer. Des bannières pendaient au plafond portant un titre audacieux. Astérisque avenir du leadership, propulsé par Delacroix et fils. Astérisque les plus grands PDG, philanthropes, officiels du gouvernement et jeunes innovateurs étaient rassemblés. Ce n'était pas juste un sommet des affaires. Était une déclaration. Julien se tenait en coulisses, ajustant les poignets de sa chemise simple mais élégante. Il ne portait pas de montre de luxe.
Ce qu'il portait était plus lourd que la mode. Il portai un héritage. Antoine entra, vêtu un costume gris clair. « Tu es prêt » demanda Théil. Julien hocha la tête. Aussi près que peut être un gamin qui vendait du bois. Antoine sourit. Ce gamin est sur le point d'apprendre au monde à quoi ressemble la richesse quand elle est bâtie avec humilité. Lorsqu'elle animateur le présenta, des applaudissements parcoururent l'immense salle. Veuillez accueillir le plus jeune PDG du plus grand empire immobilier de France, un leader qui est élevé de la rue jusqu'au ciel, Julien Delacroix. Il monta sur scène. Les lumières le frappèrent, les flashs crépitèrent, les applaudissements grandirent, mais sa voix resta calme. Je n'ai pas grandi avec la richesse. J'y ai grandi avec la responsabilité, commença Théil. J'y ai grandi en regardant ma mère adoptive chauffer l'eau sur un vieux poêle pour cuisiner. J'y ai appris à me réveiller avant le soleil, non pour courir après les profits, mais pour survivre. Il marqua une pause. Et maintenant, je me réveille pour bâtir des avenirs. Il leur parla de loyauté, de trahison, de la fausse mort pour découvrir la vérité. Et lorsqu'il brandit la lettre des Antoine, celle qu'il avait trouvée dans le village, un silence tomba sur la salle. Cette lettre, dit-il, a été écrite par un homme qui pensait avoir échoué. Mais ce qu'il a fait en réalité, c'est planter une graine. Il se tourna vers Antoine, assis au premier rang, les mains croisées, les yeux brillants. Merci de ne pas avoir jeté. La foule se leva pour une ovation debout. Antoine se leva aussi, le visage empreint d'une émotion contenue. Plus tard dans la soirée, après la fin de la conférence, Julien et Antoine marchaient côte à côte dans le couloir des coulisses. Antoine arrêta soudainement. Il y a une dernière chose que je veux faire. Il mit la main dans sa poche et en sortit un document plié. J'y ai apporté un dernier changement au statut, dit-il. Julien cligna des yeux. Antoine hocha la tête. Tu n'es plus seulement l'héritier. Tu es désormais le cofondateur. Ta signature figurera à côté de la mienne sur chaque document, chaque projet, chaque héritage. La gorge de Julien s'asserra. Mais je n'ai pas construit ça. Antoine sourit. Tu as reconstruit. Ils se serrèrent la main. Non pas comme père et fils. Non pas comme patron et employé, mais comme égaux. Dehors, dans les rues de la ville, les panneaux publicitaires affichaient la nouvelle campagne. Astérisque Delacroix et fils. Bâtir plus que de la richesse, bâtir des hommes. Astérisque était un matin calme. Bien trop calme pour une maison qui avait autrefois résonné de trahison et des appels des affaires. Le manoir Delacroix, désormais vibrant et complet, reposait sous la douce lumière parisienne. Mais Antoine Delacroix faisait ses bagages. Il plia soigneusement sa dernière chemise et la plaça dans un modeste sac en cuir. Pas de mal de créateur, pas des escortes, juste une valise. Silence et paix. Julien se tenait dans l'encadrement de la porte, le regardant faire. « Tu pars encore » dit-il doucement. Antoine se tourna, souriant faiblement. « Oui, mais pas comme avant. Cette fois, je ne fuis rien. Je retourne à celui que j'y étais avant que tout cet or ne recouvre mon âme. » Julian S. of Anchor. Le manoir semble différent maintenant. Comme une vraie maison. Antoine hocha la tête. Parce que tu en as fait une. Il marcha vers le balcon et regarda la ville. Pendant des années, j'y ai construit des tours, mais je ne me suis jamais regardé dans le miroir. La richesse peut aveugler un homme, mais la douleur lui ouvre les yeux. Julien vint se placer à côté de lui. Où iras-tu? Antoine sourit. Une petite ferme en Dordogne. Un endroit calme. De l'air pur. Pas de réseau. Juste moi, un jardin, et peut-être quelques poules. Julien eut un petit rire. Bah si. Antoine haussa les épaules. Même les rois ont besoin de thérapie. Ils rirent tous les deux. En bas, maman Solange préparait un panier pour la route, chantonnant une vieille chanson. Thomas était dans la bibliothèque, lisant un livre de finances. Zoé aidait à mettre la table, bien loin de la fille qui ne postait autrefois que des photos des argents. Le manoir était transformé, et ses habitants aussi. Antoine se tourna vers Julien. Promets-moi une chose. Ne laisse pas le succès voler ton âme. Ne cours pas après le monde. Laisse le monde courir après l'héritage que tu construis. Julien hocha lentement la tête. Je le promets. Un klaxon retentit dehors. Le taxi était arrivé. Ils descendirent ensemble le grand escalier. Le personnel se tenait au garde-à-vous, non par peur, mais par respect. Certains inclinèrent même légèrement. Au portail, maman Solange attendait avec un petit panier. De la terrine maison et du pain frais pour la route, dit-elle.
Antoine sourit largement. Ah, Solange, tu connais toujours ma faiblesse. Elle lui tendit le panier. Va en paix, et ne reviens que lorsque tu seras reposé. Il étreignit doucement, puis se tourna vers Thomas et Zoé. Je n'ai peut-être pas été le père dont vous aviez besoin, dit-il, mais j'espère vous avoir appris quelque chose sur la vérité. Zoé le serra soudainement dans ses bras. Tu nous as tout appris. Nous étions juste trop aveugles pour le voir. Thomas lui serra la main, ferme et humble. Merci, papa. Enfin, Antoine regarda Julien. Ma couronne n'est pas un objet, dit-il. C'est et toi. La gorge de Julien se serra. Et je la porterai avec honneur. Il laisse étreignir. Puis Antoine monta dans le taxi. Pas de sécurité, pas de discours, juste une sortie discrète. Alors que la voiture éloignait, le manoir se dressait fièrement derrière lui. Mais le véritable empire restait dans le cœur de l'homme qui demeurait sur le perron. Le premier anniversaire de Astérisque de la Croix et fils Astérisque arriva comme un lever de soleil après une tempête. L'événement n'eut pas lieu dans un hôtel 5 étoiles. Il ne fut pas diffusé depuis une salle de bal dorée. Il se tint sous un grand chapiteau à Val-de-Sens, le même village poussiéreux où le voyage de Julien avait commencé. Mais cette fois, il était décoré de guirlandes lumineuses, de fleurs fraîches et d'une bannière qui disait « Astérisque, de la cendre à l'Empire, le cœur qui nous a reconstruits ». Astérisque, les enfants étaient assis en rang, les yeux écarquillés des émerveillements. Les anciens du village étaient vêtus de leurs plus beaux habits. Un groupe de musique locale jouait doucement sous les tilleuls. Julien n'arriva pas en convoi, mais dans une simple camionnette remplie de livres, de kits scolaires et de matériel agricole. Maman Solange était assise à côté de lui, avant. Lorsqu'il sortit, le village entier éclata en applaudissements. Il salua une fois, puis alla directement vers les anciens, inclina respectueusement et dit « Merci de m'avoir laissé partir, et merci de me laisser revenir. » Un des anciens avança. « Tu es parti garçon, tu reviens en lumière. » La cérémonie commença. Un par un, les étudiants avancèrent pour recevoir des bourses financées par la Fondation de la Croix. Des veuves reçurent des enveloppes pour lancer leur commerce. La clinique locale, autrefois abandonnée, était maintenant rénovée et entièrement équipée grâce aux dons de Julien. Les larmes coulaient librement. Mais le point culminant fut lorsque maman Solange fut appelée sur scène. Animateur sourit. Elle a élevé un garçon avec rien autre que de l'amour. Aujourd'hui, ce garçon élève une nation. Julien monta, agenouilla près d'elle et chuchota. Tu es mon vrai commencement. Elle le serra contre elle, la voix brisée. Et tu es ma plus belle récolte. Pendant ce temps, loin de là, en Dordogne, Antoine était assis sous son porche avec une tasse de thé, regardant l'événement en direct sur une petite tablette. Ces quelques poules picoraient dans la cour. Les oiseaux chantaient au-dessus. Il n'avait pas besoin d'être là physiquement. Son esprit remplissait la scène. De retour au village, le ciel assombri. Puis, un feu d'artifice éclata dans les airs, or, bleu et rouge, illuminant les visages des enfants qui n'avaient jamais vu une telle beauté. Julien se tenait au centre de tout cela, les yeux rivés vers les étoiles. Quelqu'un lui demanda doucement « Qu'est-ce que ça fait d'être un roi ?» Il se tourna et sourit. « Je ne suis pas un roi. Je suis un serviteur avec une couronne faite de leçons. » Alors que les feux d'artifice estompaient, un petit garçon de la foule approcha de lui, timide, les yeux trop grands pour son âge. Il leva la tête et chuchota. « Est-ce que je peux être comme toi un jour ?» Julien agenouilla, posa une main sur son épaule et dit « Non. Sois meilleur que moi. » Le garçon sourit, et à cet instant, l'héritage ne fut pas seulement transmis. Il fut allumé. Alors que la nuit enveloppait le village, les gens de Val-de-Sens dansaient, riaient et accrochaient à l'histoire du garçon qui nettoyait autrefois les étables, mais qui avait allumé un feu que rien ne pourrait jamais éteindre.